Nous avons évidemment toujours le 80e anniversaire de la Libération, parce que c'est un événement qui nous a mobilisés pendant toute l'année, si je peux dire. Nous avons participé à la rédaction du JDA spécial 80e anniversaire de la Libération. Parmi les actions, il y a aussi les visites aux poteaux des fusillés. Et nous faisons ces visites aux journées du patrimoine, mais aussi aux visiteurs qui le souhaitent, que ce soit des groupes, que ce soit des gens individuellement, qui nous disent, bon, tel jour, nous voudrions visiter le poteau des fusillés. Donc, aux journées du patrimoine, nous avons la chance d'avoir M. Gaillard. M. Gaillard est responsable des chantiers d'insertion et donc il travaille beaucoup aussi aux environs du poteau des fusillés. Et dans le poteau des fusillés, c'est lui qui permet à l'endroit d'être beau et d'être propre. Mais c'est un féru de l'histoire, donc de toute l'histoire, je dirais, de l'Antiquité à nos jours. Et donc, il se fait un plaisir, et nous avons aussi le plaisir de l'avoir pour faire visiter tout le poteau des fusillés, mais aussi la citadelle. Parce que la citadelle est un endroit qui était évidemment occupé par les Allemands, et vous avez beaucoup de renseignements sur cette période, où on trouve là-dedans les cellules de torture qui existent encore. On a la poterne par laquelle on faisait passer les fusillés vivants et où on les faisait remonter morts après les avoir fusillés au poteau des fusillés. Et vous avez par exemple le charnier, etc. Et tout ça, M. Gaillard le connaît par cœur et nous le fait visiter quand il peut et quand nous avons du monde pour la visite. Et je peux vous dire que ces journées du patrimoine 2024, il y a eu beaucoup de monde. Parfois, il y avait des groupes de plus de 100 personnes, M. Gaillard. Et voilà. Et évidemment, des associations, des groupes de personnes peuvent visiter, à l'image, par exemple, de l'association Divina Commedia, son président se trouve ici, et qui ont visité aussi le poteau l'année dernière. C'est l'année dernière, je ne me trompe pas. En 7 janvier 2024. En 2024. Et puis qui vont revenir le 26 avril de cette année. Et le poteau des fusillés commence à intéresser évidemment beaucoup de monde, notamment par exemple la radio, la télévision. Et là, cette année, de l'année 2024, France 3 est venue, comment dirais-je, prendre le témoignage de notre association et de notre combat, et c'est passé à la télévision. Et vous pouvez aussi trouver cette interview sur notre site. C'est ça, hein? Les étudiants sont aussi nombreux à faire leurs travaux sur le poteau des fusillés, sur comment dirais-je, les résistants. Et donc, à cette occasion-là, on participe parce qu'ils nous interrogent sur ce qui s'est passé, sur justement le poteau des fusillés. Alors, ça peut être pour leur mémoire
j'allais dire de maîtrise, mais ça c'est il y a longtemps, leur master, voilà, un master maintenant. Et ça peut être aussi pour leur thèse. Et ce ne sont pas seulement des étudiants en histoire qui en demandent, c'est aussi des étudiants dans d'autres matières. Par exemple, ici, vous avez des étudiants en sciences sociales et qui ont réalisé une vidéo qu'ils ont appelée « Montre-nous l'invisible ». Donc, la vidéo est sur YouTube. Voilà. Et donc, nous sommes intervenus aussi pour expliquer nos actions, expliquer notre projet et expliquer aussi la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je vous parlais des actions, je vous parlais aussi de ce parcours dans la ville qui a été inauguré le 8 décembre et qui s'appelle donc Chemin de mémoire d'un bien occupé. Et vous voyez, le jour de l'inauguration, il pleuvait beaucoup et les élus étaient là. Il y a maintenant 6 bornes dans la ville. Il va y en avoir 3 autres pour le même parcours. Parcours que nous avons gagné au budget participatif. Ce n'est donc pas la bonne générosité de ceux qui nous gouvernent, c'est le budget participatif qui nous a permis cela. Et là, donc on aura 9 bornes pour ce parcours. Donc ça, c'était l'inauguration. Deuxième budget participatif 2023, là nous avons gagné le parcours aussi de la citadelle, c'est-à-dire des bornes qui montrent où se trouvent les cellules de torture, qui montrent où se trouvait la prison par exemple à la citadelle et les autres services des Allemands, qui montre le charnier, qui montre la fameuse poterne dont je vous parlais. Mais c'est un projet qui n'est pas encore mis en œuvre parce qu'il tétille sur la forme des bornes ou des comment tu appelles ça, des triptyques, voilà. Mais il va se faire. Et en 2024, nous avons déposé notre projet parce qu'on commence à être professionnels du budget participatif. Et dans ce cadre-là, on a aussi eu des voix suffisantes pour avoir encore 8 bornes dans la ville d'Amiens de façon excentrée et qu'on puisse faire ce parcours à vélo. Donc, d'où le titre « Belle histoire d'un Amiens occupé 1940-1941 ». C'était un étudiant d'ailleurs qui nous a soufflé cette formule « Belle histoire ». Donc, on a trouvé que c'était pas mal. Et le projet donc, a eu suffisamment de voix pour être réalisé et étudié. Alors, d'autres actions ont été évidemment faites. J'espère que vous avez tous reçu la carte de vœux de cette année 2025 avec justement la photo de Madeleine Riffaut. Ensuite, nous avons déjà réalisé une autre plaquette de présentation de l'association parce que c'est que nous avons commencé à prendre de l'âge dans la mesure où il n'y avait pas ce que nous avons fait après. Vous recevez tous notre flash info avec toutes les informations qui
qui se trouve dedans. Vous pourrez donner votre avis tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez avoir toutes les informations sur notre association dans la page Facebook, alimentée par notre présidente, notre secrétaire adjointe, Myriam Cap. Où es-tu? Bah, elle est là. Donc, c'est elle qui alimente la page Facebook. Et j'ai oublié de dire que notre site est aussi régulièrement alimenté par notre vice-président, ici présent, et qui s'y connaît beaucoup dans la manipulation de tout ça. Alors, vous savez que tous les ans, il y a aussi Agora, et nous sommes présents à Agora pour nous faire connaître, pour aussi voir du monde et faire connaître notre association. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent? Nous avons pensé à beaucoup de choses, notamment travailler sur les textes et les QR codes pour nos parcours de mémoire dans le centre-ville, notamment les 3 bornes qui vont s'ajouter aux 6 déjà posées. Nous allons aussi travailler nous avons travaillé, mais quand je dis nous, c'est surtout une personne qui a travaillé sur les Amiénoises et les Samariennes dans la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout celles qui ont résisté, celles qui ont été déportées, mais aussi celles qui ont été victimes de cette occupation. Et cette personne, je l'ai nommée tout à l'heure, mais je la renomme parce qu'elle a fait un travail vraiment très important. C'est Myriam Cap encore, on va lui donner la parole, évidemment, pour qu'elle nous explique son cheminement. Tout à l'heure? Bon, ok. Oui. Donc voilà, il va nous parler de son livre qui sort prochainement, lorsque la marketiste, c'est comme ça qu'on l'appelle, quand il aura fini son travail, qu'il fait très bien d'ailleurs, et vous verrez que ce sera un résultat épatant. Et pour une fois, on va parler des femmes résistantes, parce que on en parle comme ça, mais pas en profondeur. Et là, je peux vous assurer qu'il est arrivé à plus de 180 femmes résistantes de notre département. Et à Amiens, je connais 2 rues, je crois, de noms de femmes résistantes. Et encore, la 2e rue, elle est accolée à son mari. Donc les femmes n'ont pas eu de place vraiment à la fin de la guerre, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, et je pense que ce livre est assez important pour ça. Ensuite, nous pensons qu'il faut faire connaître ce lieu de mémoire qui est le poteau des fusillés, parce que quand vous arrivez devant le poteau des fusillés, je suppose que plusieurs d'entre vous connaissent, vous voyez un mur, une porte, mais vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, sauf si on peut visiter évidemment. Donc on a décidé de déposer un projet cette année pour que on a demandé d'abord qu'à l'intérieur, on puisse avoir
les noms de tous ceux qui ont été fusillés à cet endroit-là. On a une liste, mais on voudrait plus d'explications quand on arrive à l'intérieur. Et en principe, ça devrait se faire parce que Monsieur Jardet, qui est chargé de la mémoire auprès à la mairie d'Amiens, nous a dit pourquoi pas, ça se fera. Donc on attend et on espère. Ensuite, les visites du poteau de fusillé sont importantes, hein, comme on a dit tout à l'heure. Le 26 avril au matin, nous avons de Divina Commedia. C'est une association qui s'intéresse à la langue italienne. Et puis ils font d'ailleurs du théâtre en italien. Je pense qu'il y a une pièce qui va être jouée dans pas longtemps d'ailleurs. Tu nous en parleras tout à l'heure. Samedi 31 mai à Jacques Tati. Ah oui, on va te donner la parole. Et puis, dans le même ordre d'idée, le 26 avril, comme le 27 avril, c'est la journée de la déportation, et que nous sommes dans le 80e anniversaire, ce sera le 80e anniversaire du retour des déportés, nous avons pensé qu'il serait bon d'avoir une animation devant le poteau des fusillés. Animation qui sera faite par des écoliers, des collégiens que nous avons pu contacter par la lecture des poèmes, la lecture des textes. Et nous pensons que c'est important. Et nous aurons aussi le plaisir d'écouter une chorale à laquelle j'appartiens, mais que j'affectionne beaucoup, évidemment, dont notre chef de chœur est présente dans la salle, Romance d'antan de Salouel. Et cette chorale a déjà chanté pour le 80e anniversaire de la Libération, aux Journées du patrimoine. Donc venez nombreux ce jour-là, le 26 avril après-midi, écoutez tout ça. Il y a une question. Bon. Ensuite, nous aurons une conférence à noter pour le 20 mai. Et étant entendu que le 27 mai, c'est le jour c'est le souvenir de la résistance. Et cette conférence sera donnée par un Normand, Monsieur Keppel, Ghislain, et qui va parler de la fraternité entre des résistants picards et normands. Avec une histoire très romantique d'une Samarienne, et même une Samarienne qui s'est éprise d'un résistant normand. Donc on saura le fin de l'histoire à cette conférence. On l'appelait l'amoureuse. Et nous allons aussi réaliser les textes, mais ils sont déjà faits. Mais nous pensons que notre projet de l'histoire d'un Amiens occupé sera inauguré peut-être avant celui de la citadelle. Il sera réalisé donc cette année. Alors, je pense qu'on n'a pas fait les choses comme on devait les faire. Là, avant les projets à venir, je vous ai exposé nos activités de 2024, mais on n'a pas eu l'occasion de voter quand j'ai fini de les exposer. Donc, on va le faire peut-être maintenant.
Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Bon, alors, on a bien travaillé. Bon, je continue sur les actions. On va déposer un projet au budget participatif 2025. C'est le dernier avant la mandature suivante, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on va, à l'image de ce mur, on va demander des plaques, c'est ça, ce sont des plaques, sur le mur extérieur du poteau des fusillés, et où on va marquer les noms des 35, voire plus, parce qu'on est en train d'en découvrir davantage. Il y a une étudiante qui a fait sa thèse sur justement les fusillés de la citadelle. Ah ben, ils ne sont plus 35, elle en a trouvé 39. Donc il y en a encore plus qui sont tombés à cet endroit-là. Et donc le projet que nous pensons déposer au budget participatif consistera à les rendre quand même visibles à l'extérieur du poteau de fusil. Et ensuite, le projet ultime, si vous voulez, le projet le plus important qui nous anime, c'est évidemment le centre de mémoire et l'histoire. Voilà. Donc, voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous pensons faire, et voilà ce qui nous prend tout le temps. Mais nous y sommes engagés et nous continuons avec vous, évidemment. Maintenant, des questions, si vous en avez. Remarqué. Donc, je tenais à signaler que tu avais fait cet oubli qui me paraît très important. Donc, Myriam Claire, secrétaire adjointe de l'association. Il est vrai que dans cette association, quand je suis rentrée, je ne savais pas exactement quelle place je pouvais prendre. Et moi, quand j'étais jeune, on parlait plutôt des résistantes que des résistants. Et donc, ce projet que j'ai, je l'ai depuis le Covid, à savoir que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire apporter une pierre à l'édifice. Moi, je vais travailler sur les femmes résistantes et les femmes résistantes de la Somme. Et donc, voilà, le projet est parti il y a 5 ans. Je pense que ce travail n'est pas mon œuvre en solitaire. C'est vrai que je remercie déjà tous ceux qui sont dans l'association et mon voisin qui fait la relecture, l'infographiste qui va réaliser le livre et tous ceux dans l'association qui m'ont apporté des documents et, complémentaires. Et en particulier, je voudrais aussi remercier Blandine Forêt-Voiturier, qui est donc la fille de notre plus jeune résistante déportée amiénoise, qui était lycéenne au lycée des otages et qui a été dénoncée par sa directrice. Donc voilà, dans ce livre, il y aura tout ça, à savoir que j'ai appelé ça Destin de femme parce que je n'ai pas voulu en rester aux résistantes de la femme. J'ai voulu aussi travailler sur les déportées juives avec des témoignages poignants comme celui d'Anne Feuger et surtout de René Louria-Bontemps. J'ai couvert un peu tout le département. J'ai, sur la couverture, choisi, il n'y en a que 24, mais en réalité j'en ai plus de 180. J'ai choisi les plus connus. J'ai choisi des parcours très variés. J'ai choisi aussi celles dont les familles ou les amis m'ont apporté beaucoup de documents. Et j'y ai mis en tout cas beaucoup de cœur à l'ouvrage. Je pense que ça elles méritent vraiment d'être honorées et de montrer qu'elles ont été à parité avec les hommes pour sauver notre pays en 1944. Je veux aussi travailler pour la mémoire et pour la génération de demain en montrant qu'il ne faudra jamais les oublier. Donc en ce sens, je compte sur vous pour faire aussi la promotion
de cet ouvrage qui veut vraiment les mettre en valeur, qui veut montrer leur audace, leur ténacité, leur courage. Et à chaque fois, je me demande si moi, j'aurais été capable d'en faire autant. Voilà. Je vous remercie. Je voulais remercier Anatolie et puis toute l'association. On voit le projet tout à l'heure qui n'est pas facile à obtenir de la ville d'Amiens, de ses élus et tout ça, le projet du centre de mémoire et de la déportation. Est-ce que ça a été chiffré? Est-ce qu'on peut peut-être connaître un peu le chiffrage de tout ça, en dehors peut-être d'un terrain qui soit bien que ce soit vers la citadelle et tout ça, mais enfin ça c'est une autre question. Et puis après, est-ce qu'on pourra profiter de l'Assemblée pour émettre à la fois un vote sur le fait que toute l'Assemblée réunie aujourd'hui, une fois de plus, elle demande aux élus d'Amiens d'aider à obtenir enfin, de s'engager à obtenir enfin un lieu sur la mémoire et la déportation à Amiens et tout ce qui s'est passé. Comme quoi, le conseil départemental contribuerait aussi à 25%. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est le porteur de projet. Le porteur de projet étant évidemment la mairie. Et porter le projet, ça veut dire qu'il s'engagerait à payer une personne qui s'occuperait de ce centre et qui s'occuperait des visites, qui s'occuperait de... Alors, nous les bénévoles, on est prêts à participer aussi. Comment dirais-je, les étudiants ont été nombreux à dire mais nous on peut assurer la permanence, donc c'est pas un problème si la mairie acceptait de porter ce projet avec une personne qui serait responsable du lieu. Donc c'est là que ça coince, et je dirais ça coince bêtement quoi, parce que une ville comme Amiens avec 130 000 habitants, une métropole de presque 200 000 habitants qui n'a pas ce dispositif-là, c'est quand même assez rare. Les petites villes ont leur musée, mais Amiens n'est pas capable de se dire bon, c'est quelque chose qui est important, qui servirait à tout le monde et qui serait peut-être aussi un des moyens de faire connaître Amiens, parce que c'est aussi une forme, enfin, ça servirait aussi à des visiteurs qui viennent de loin et qui veulent connaître le passé d'Amiens. Voilà. Et donc, oui, voilà. Et le total, peut-être. Ah oui, d'accord. Voilà ce qui cloche. Quant au fait aux signatures nombreuses, nous avons aussi fait circuler une pétition qui a recueilli à ce jour plus de 600 personnes, Robert. Ouais, donc on peut la remettre en circulation. C'est 6 000. Pourquoi je dis 600 000? C'est 6 000. C'est 6 000, merci Jackie. Donc 6 000, on peut la remettre en circulation. Voilà tout ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas leur mettre le couteau sous la gorge. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Dominique. Il y a 2 ans, hein, donc, j'ai respecté mon engagement. J'avais interpellé également Xavier Bertrand, question orale, où il m'a confirmé qu'il y avait un budget de la région pour vous accompagner à hauteur de 25%. Mais je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Il faut un porteur de projet. Et je suis également intervenu une fois au conseil municipal d'Amiens
à ce sujet, bon, la réponse est négative par rapport au coût de fonctionnement. Parce que les services de la ville d'Amiens, eux, estiment 4 personnes pour un fonctionnement sur l'année. Un coût de fonctionnement trop cher. Il y a le président d'Amiens Métropole qui m'a répondu, j'ai trouvé la réponse un peu sans polémique, hein, méchante, en disant il y a des retraités, des professeurs retraités, ils peuvent faire fonctionner, etc. Je suis désolé, une ville comme Amiens Métropole a les moyens de faire fonctionner une telle structure sur la mémoire, peut-être voir sur les jours d'ouverture, les mois, etc. Il ne faut peut-être pas ouvrir 12 mois sur 12, 7 jours sur 7. C'est pour ça que quand comment dirais-je, si le chiffre de 4 agents, on peut faire avec moins d'agents cette ouverture et des bénévoles, bien entendu. Et je confirme que la région s'engagerait s'il y a porteur de projet. Pardon. Merci, monsieur le Président. Pas seulement sport, mais aussi culture, mémoire, etc. Donc l'interlocuteur, c'est quand même M. Jardin. Bon, maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir une campagne électorale très bientôt. C'est peut-être le moment d'interpeller tous les candidats, du moins ceux qui sont candidats pour l'instant, on devrait se rendre jusqu'au bout. Ça l'avenir nous le dira, mais c'est peut-être le moment de dire, ben voilà, nous on a un projet, etc. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez maire? La maire, donc, le maire aussi, une partie de la métropole, quoi, parce que c'est quand même une grosse partie de la métropole, forcément. C'est peut-être le moment. Oui, alors, ça, nous l'avions fait, par exemple, aux élections dernières, on les a interpellés. Et ce qu'on a eu de Madame Fourré, c'est les clés de la citadelle. En fait, de la citadelle, du poteau des fusils, pour pouvoir faire visiter. Mais, évidemment, nous préparons cela, hein, nous allons les interpeller et nous allons aussi interpeller ceux qui y sont déjà et qui prétendent de vouloir continuer. Voilà. Mais c'est une volonté politique, ça c'est clair. Même si les temps sont durs, c'est pas une raison pour ne pas prendre en considération. Ça fait quand même quelques années que vous travaillez. Ça fait 13 ans. J'étais là au départ. On voit qu'il y a plus de monde au Charnier de Gentelle. Oui, tout à fait. Donc là, il y a peut-être aussi un travail à faire à travers ça. Et Jean-Marie le sait très bien. On sent que ça monte quand même. Nous nourrissons l'espoir que ça va aboutir. Il faut être positif. Je l'ai dit tout à l'heure. Bah, c'est pour ça qu'on continue. Parce que il y a longtemps qu'on serait parti, qu'on aurait laissé tomber, mais on est sûr de notre combat. On est sûr de ce pourquoi on se bat. Donc voilà. Merci, Jean-Louis, merci. Donc vous avez le document qui est dans la pochette. Voilà. Donc comme chaque année, on reproduit des flashs. Et donc il y en a eu 4. Et c'est revenu à 770,50. Le reste, ce sont des frais d'impression. Alors la somme est plus importante que d'habitude, mais nous avons fait un effort au niveau des tracts, et puis dans le cadre du budget participatif, on avait fait des flyers, etc. Donc ça explique un petit peu cette augmentation des frais d'impression. Il y a des livres qui prennent une bonne part. Oui, également. Voilà. Mais j'ai sorti les flashs, voilà, et après, les livres cette année, oui, c'était. Si, on a renouvelé les brochures, mais on n'a pas. Voilà, on n'a pas fait d'autres. Non, ce sont surtout tous
propriété. Alors, au niveau des consommables, 45,97, voilà, c'est quand même assez dérisoire par rapport aux frais d'impression, sachant qu'il n'y a pas de remontée au niveau des collègues et que c'est chacun qui met de sa poche pour payer les consommables. Donc c'est important de le dire. Alors les frais postaux, donc ça a augmenté aussi, dans la même proportion. Et bon, je rappelle que si vous avez une adresse mail, un courriel, ça serait important de l'indiquer, parce que forcément, tous les documents, on les envoie par la poste, si vous n'en avez pas. Alors, ensuite, en achat divers, on a fait deux coussins de fleurs, voilà. Au niveau de l'assurance, donc 105,22, il y a eu une inscription à Agora, il y a la cotisation à la MAM, il y a la location du box qui nous revient à 954 € pour cette année, sachant que ça ne cesse d'augmenter au niveau du loyer. Donc cette année, pour 2025, ça a encore augmenté. Et donc pour 2025, on arrive à plus de 80 € mensuels. Voilà. Il y a eu donc l'intervention de conférenciers, 163,80. Pendant le Covid, en fait, on voulait faire un voyage à Saint-Omer, à la Coupole, etc. Mais ça n'a pas pu se faire. Et donc, comme c'était pendant le Covid, Taquet nous a remboursé cette année 2024. Voilà. Donc, je n'ai pas indiqué parce que sur les bilans financiers précédents, de toute manière, on avait enlevé les 200 prêts. Repas de l'Assemblée Générale l'année dernière, site donc 945 €. Le site Overblog, il faut savoir qu'avant, on était sur ce que l'on appelait une plateforme Gildo et on en avait quand même pour de mémoire 128 € à peu près. Et que donc, comme le site a été revu, Monsieur Sirel a trouvé Overblog, et c'est beaucoup moins cher, puisque c'est à 54,89. Voilà. Ensuite, donc, cotisation d'associations diverses, cotisation des amis de Jean Guillain, et puis à l'association de Monsieur Meunier, donc 35 €. Donc, Anatolie, on a parlé, c'était le projet libérateur. Il y a eu des drapeaux, des livres qui ont été achetés, et donc une bâche pour 229,26 €. Il y a eu l'intervention de la chorale également, 86,44. L'allocation de la salle de Pombelle, je l'indique toujours. Et au passage, je remercie vraiment Monsieur le maire de et cette salle et la salle de l'autre salle pour les réunions. Voilà. Et puis en frais divers, 56, 51, c'est parfois un petit peu qu'on fait, etc. Voilà. Et donc je vais passer aux recettes. Au niveau des cotisations donc, individuelles, 660 €. Pour les couples, donc 460 €. Il y a eu des dons sur les cotisations 197,36 € et des dons individuels à 366 €. Il y a une personne, par exemple, qui a donné 200 €, etc. Voilà. Et on la remercie. Au niveau des subventions, donc cette année, nous n'avons pas eu de subvention du conseil départemental. Par contre, Amiens Métropole a été plus généreux que d'habitude,
mais sur les projets qui ont été présentés. Voilà. Oui. Alors, c'est vrai que je mets toujours un mien métropole, mais bon, j'aurais dû mettre un mien. Voilà. On remercie toujours M. Delépine, Mastéda, 200 €. Renville également, qui verse 150 €. Voilà. Jonas, non, cette année, bon, il avait versé l'année dernière. Voilà. Alors, on doit remercier évidemment M. Thévenot, qui a fait un chèque de 500 € pour l'association. Il est parti, je crois. Oui. Bon, c'est dommage. Voilà. Alors là, on retrouve forcément pour lui le remboursement du voyage taquet, 213 €. Et puis, on retrouve le repas de l'Assemblée Générale, 945 €. Et après, vous avez le détail des brochures, 64, 30, 80, 36 et 96. Et donc, je voulais vous rappeler que donc, cette année, il y a un livre qui va sortir. Et si vous ne l'avez peut-être pas vu en entrant, mais il y a un banc de souscription qui est à votre disposition. C'est tout le travail de Madame Cap. Et donc, pour éditer ce livre, forcément, ici, il y a un bon de souscription de 18 €. Voilà. Donc, j'en reviens là. Et puis, en produits divers, 56, 75. Donc, ça nous fait en charge, en dépense, 5 978,99 pour des produits de 6 334,11. Et donc, on a un résultat d'exploitation de 355,12, un solde au crédit agricole de l'année dernière qui était de 3 496,70 et donc un solde créditeur, donc au 31/12/2024 de 3 851,82. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce bilan financier. Sinon, je vais vous demander de bien vouloir l'adopter. Oui, voilà. Donc, je vous demande de voter ce bilan financier pour l'année 2024. Donc, qui vote contre, qui s'abstient. Bien, je vous en remercie. Alors, donc ces comptes ont été portés à la connaissance de Madame Christine Duhuet, et donc ici il y a la notification des comptes qui a été faite. Je ne sais pas si je vais relire, c'est toujours la somme de 3 851. Donc voilà, vous nous donnez plus sur cette gestion. Voilà. Bien, merci. Je vais te redonner la parole. J'ai promis à... dont l'activité principale est un atelier théâtre en italien pour les Français qui veulent apprendre l'italien ou les Italiens qui, comme moi, sont échoués italiens et ne veulent pas oublier leur langue maternelle. Je suis accompagné par le vice-président, Sébastien. Et on vient là parce que depuis l'année dernière, lors de la journée de la mémoire le 27 janvier, on avait travaillé ensemble avec M. Gaillard. Merci beaucoup de vous avoir fait la visite guidée du poteau des fusillés de la citadelle d'Amiens, avec une chercheuse, une historienne italienne, Sabina Lorlega, je ne me trompe pas l'accent, qui travaille à l'EHESS, Haute École des... Oups, c'est ça?
École d'autres études en sciences sociales. J'ai inversé le H, voilà. De Paris. Et donc, Madame Lorg avait publié un article sur le retour, on va dire, du fascisme en Italie. Et donc, pour la journée de la mémoire, au niveau européen, sinon mondial, le 27 janvier, je lui avais proposé, grâce à Sébastien qui travaillait avec l'EHSS, de venir à Amiens, de présenter son article, de rencontrer nos adhérents, les adhérents des deux associations. Cette année, l'Italie, malgré l'actualité qui nous fait pleurer, fête les 80 ans de la libération de l'Italie, quand les résistants italiens et les armées alliées, les Américains, les Anglais, les ont aidés à chasser les nazis, l'occupant nazi et le collaborateur fasciste de la péninsule. Donc nous, notre association a à nouveau fait appel à la vôtre, à la nôtre, puisque je suis aussi adhérent du Centre d'Histoire et de Mémoire de Résistance et Déportation. Et donc on fait à nouveau la visite du poteau des fusillés et de la citadelle. Ce qui m'a fait penser, moi qui travaille dans un bel établissement amiénois qui a été déjà cité, mais moi je préfère l'appeler avec son nom actuel lycée Madeleine Michelis, voire lycée des filles, ou lycée des otages, pourquoi pas. Travaillant dans ce lycée, mais pas comme professeur d'histoire d'ailleurs. Je fais venir des Italiens, les correspondants de mes élèves, et je vais les amener visiter la citadelle. Je vais piller les informations que j'ai apprises grâce à M. Gaillard pour les soumettre à ses élèves, à ces jeunes Italiens. Tout à l'heure, on parlait de musées dans des petites villes. Quand nos correspondants viennent d'Italie, et peut-être aussi des adultes, des touristes, viennent visiter Amiens, on les amène au circuit des souvenirs, parfois le chemin des dames, parfois au musée d'Albert. On les fait voyager dans le département, mais à Amiens, on oublie qu'il y a la citadelle, qu'il y a le poteau des fusillés. Je m'étonne, excusez-moi la franchise, on ne mettra peut-être pas tout à verbal, mais je trouve bizarre que des personnes d'un bord politique qui voient toujours l'intérêt économique, moi qui suis d'un autre bord politique, qui a d'autres sensibilités, qui voient l'intérêt pédagogique, culturel, gratuit, humain de rappeler ce qui s'est passé, je trouve bizarre qu'ils ne voient pas l'intérêt de payer une personne, 2, 3, 4 personnes à l'année, de façon à ce que des gens, des personnes d'ailleurs viennent rendre hommage à nos héros et on profite pour dépenser un peu d'argent à Amiens. Donc la culture, ces gens-là disent que ça ne paye pas, mais nous sommes convaincus que ce n'est pas vrai. Qu'ils pourraient même, dans leur esprit de rentabilité, de marchandisation, trouver leur compte à appuyer des projets, des beaux projets, comme celui de notre association.